Le conflit israélo-arabe a disparu des radars de l'actualité. Tout de suite dans le grand angle, Ismaël contre Israël, un livre pour comprendre les origines de ce conflit interminable. Et l'auteur de ce livre, Esther Benfredj, est l'invité du Grand Angle. Bonsoir. Bonsoir. Alors vous êtes diplômée de sciences politiques à Lyon et puis aussi en droit international à Montréal. Vous avez vécu pendant plusieurs années. Alors ce livre, Ismaël contre Israël, c'est la genèse, comme vous le dites, du conflit israélo-arabe chez Dessler de Breuer. C'est votre premier essai. Alors d'abord, je voudrais que vous nous disiez en quelques mots qui sont Ismaël et Israël. Alors oui, nous sommes effectivement dans des thèmes bibliques. Ismaël, c'est le fils adultérin d'Abraham, puisqu'Abraham a eu un premier enfant avec Agar, qui était sa servante, et il a eu ce fameux Ismaël. Et Israël est son frère. Et Israël, en fait, c'est pas son frère directement. C'est Jacob qui est le fils d'Isaac. Donc c'est plutôt son neveu. Qui s'est battu contre, si on suit le récit biblique, qui s'est battu contre l'ange, Dieu, et qui, en ayant gagné cette bataille, a pris le nom d'Israël. Et ce qui m'a plu dans ce titre, Ismaël contre Israël, voyez-vous, c'est que le conflit israélo-arabe, qui est un conflit fratricide, je pense, tient à une lettre. C'est ce M et ce R. On peut dire que le conflit israélo-arabe, il remonte en fait à la Genèse, à ce livre de la Bible et au Coran. Il y a, je pense, oui, dans ces textes, dans le berceau en fait de ces textes, oui, quelque chose qui est ancré. Il y a une guerre familiale, ce qui certainement la rend aussi intense et interminable. C'est une guerre théologique, oui. Alors on ne peut pas comprendre non plus le Proche-Orient sans remonter à la chute, je remonte un peu dans le temps, je me rapproche de notre époque, à la chute de l'Empire ottoman, c'est-à-dire après la Première Guerre mondiale, et surtout à la colonisation franco-britannique de cette région du monde. Oui, ce sont les Anglais et les Français qui vont décider du sort de ce Proche-Orient, puisque les Ottomans étaient alliés des Allemands, puis ils vont perdre la Première Guerre mondiale, et le destin de cette région va être décidé effectivement par les Français et les Britanniques. C'est ce qu'on appelle les fameux accords Sykes-Picot. Absolument. Qui est un partage en fait du Moyen-Orient entre les Français et les Britanniques. En gros, la France s'accorde le Liban et la Syrie actuelle, et la Grande-Bretagne, l'Irak et la Jordanie. Et la Palestine. Et effectivement, ce sont des accords secrets. En 1916, on est encore pendant la Première Guerre mondiale, et ça va se jouer effectivement à ce moment-là. Donc c'est une époque charnière. Et qu'est-ce que les Britanniques, on parle souvent de la déclaration Balfour, qui date de la même époque, 1917. Oui. Qu'est-ce que les Britanniques vont promettre au peuple juif? Alors les Britanniques vont jouer double jeu. Ils vont promettre, avant la déclaration Balfour en 1915, dans la lettre Mac-Mahon, ils vont promettre aux Arabes, en fait, au shérif Hussein de la Mecque, ils vont leur promettre des territoires qui sont en fait Damas, et c'est vraiment la Grande Syrie. Et puis, ils vont promettre en 1917 aux Juifs la naissance d'un foyer juif. Donc, qui correspond plus ou moins à la Palestine. À la Palestine sous protectorat britannique. Alors, qui n'est pas encore sous protectorat britannique, mais qui le deviendra. Qui fait encore partie de l'Empire ottoman, mais qui va le devenir quelques années plus tard. Exactement. Donc, les Anglais promettent un territoire aux Arabes en 1915, un autre territoire aux Juifs en 1917, mais ils vont promettre aux Français en 1916 le partage du Proche-Orient, et comme vous l'avez très bien dit, les Français se sont attribués en fait les territoires que les Arabes voulaient. Alors, est-ce que c'est pour ça qu'on parle souvent, et notamment sur la couverture de votre livre, du conflit israélo-arabe et pas du conflit israélo-palestinien? Alors, conflit israélo-arabe, c'est le conflit qui naît en 1948. Quand Israël naît, puisque les Nations Unies décident du partage de la Palestine en deux États, l'un arabe, l'un juif. Israël, évidemment, est ravi et va, Ben Gourion, que nous voyons à l'image, va proclamer la naissance d'Israël en 1948.
Ce que ne feront pas les Arabes de Palestine. Alors justement, il y a cette fameuse résolution 181 de l'ONU en 1947 qui prévoit la naissance de deux États. Absolument. Les Juifs proclament leur État en mai 1948. C'est ça. Pourquoi les Arabes ne le font-ils pas de leur côté? Ils entrent en guerre, en fait, contre le jeune État hébreu. Et on a effectivement plusieurs États, la Syrie, l'Égypte, le Liban, la Jordanie, le royaume de Jordanie, et les Arabes de Palestine qui entrent en guerre contre Israël. Parce qu'ils estimaient que la part territoriale d'Israël était trop importante? Non, parce qu'ils refusent la naissance de cet État, qu'ils considèrent illégitime. Alors, et d'ailleurs, en 1936, on aurait pu voir encore une fois la naissance d'Israël et d'un autre État arabe, puisque la commission Peel avait aussi décidé d'un premier partage de la Palestine. Donc en fait, en 1947, ce n'est pas la première fois que la Palestine est partagée. Alors on est passé un peu vite de 1916 à 1948. Je voudrais revenir un petit peu sur cette période de l'entre-deux-guerres. Et là, vous dites, et c'est important de le comprendre, c'est que le sionisme va jouer un rôle évidemment très important dans la création de l'État juif et aussi dans l'origine de ce fameux conflit israélo-arabe. Mais parce que c'est l'aspiration nationale du peuple juif, mais aussi le nationalisme arabe. Il y a ces deux phénomènes qui vont concourir à la genèse de ce conflit. Parallèlement d'ailleurs, puisque le sionisme naît au XIXe siècle, mais le nationalisme arabe aussi, d'ailleurs les nationalismes arabes, parce que à l'origine, ce sont les chrétiens de l'Empire ottoman qui donnent naissance à ce nationalisme, justement, et qui vont prôner leur arabité en réaction à l'Empire ottoman. Et donc oui, tout ceci naît en même temps. Et le sionisme va vraiment, avec son père fondateur Herzl, et puis ses héritiers, dont Ben Gourion, Golda Meir et les pères fondateurs d'Israël, vont vraiment porter ce projet. On peut dire que c'est le choc de deux nationalismes. On résume souvent le conflit israélo-arabe en disant deux peuples pour une seule terre. Et comme je vous le disais, on aurait pu avoir deux peuples et deux terres. Si les Anglais avaient respecté en 1915 leurs paroles et avaient donné le territoire que voulait le shérif Hussein de la Mecque, et si donc Israël, la déclaration Balfour en 1917, on a bien deux territoires, deux peuples. Mais ça ne s'est pas fait comme ça. Et en 1919, on a quand même une complémentarité. En tout cas, on a un accord entre les Juifs et les Arabes, puisqu'on a l'accord Faisal-Weizmann. Ça, c'est un accord historique, où on voit que ces deux peuples sont prêts à s'entendre pour construire deux États. Donc il y a quand même, après la Première Guerre mondiale, en 1919, on a un accord entre les deux peuples. Et pourquoi vous dites dans le livre qu'Israël est le résultat à la fois du sionisme et du nationalisme arabe ? Alors, quel rôle joue le nationalisme arabe dans la création d'Israël et dans le conflit israélo-arabe ? C'est pas que c'est le résultat du nationalisme arabe, mais nous avons effectivement des Arabes qui vont aider à la naissance d'Israël parce qu'ils vont être opposés au grand moufti de Jérusalem qui mène une politique intransigeante, qui est un homme radical, très anti-sioniste et anti-britannique d'ailleurs, et beaucoup d'Arabes de Palestine en avaient peur. Et certains ont préféré, bien sûr, s'éloigner de lui et se ranger du côté des sionistes. Il y a un livre très intéressant qui a été écrit, qui n'a pas été traduit, mais qui parle de cette collaboration judéo-arabe en Palestine et qui amène à la création d'Israël. Alors, l'État d'Israël, on l'a dit, est créé en 1948, c'est 3 ans après la fin de la Deuxième Guerre mondiale. Ceux qui voient une compensation à la Shoah, à la volonté d'extermination des Juifs dans la création d'Israël, ils se trompent, d'après vous ? Les deux événements, si on peut dire, ne sont pas liés ? Oui, je pense qu'ils se trompent dans la mesure où Israël était en marche depuis le 19e siècle. Et puis, comme je vous le disais, Israël aurait pu naître en 1936. Donc, la Shoah, ce n'est pas parce qu'il y a eu la Shoah qu'Israël est né. Mais
parce qu'il y a eu la Shoah, effectivement, il y a eu pour les Juifs un besoin urgent là de faire en sorte à ce qu'Israël naisse. Et il est vrai qu'aux Nations Unies, tout le monde était un peu choqué et ça a permis cette résolution, l'adoption de la résolution 181. Alors à la fin de votre livre, vous parlez beaucoup du terrorisme islamiste radical, l'émergence de Daesh ces dernières années, cette menace de l'islamisme radical. D'une certaine manière, elle a fait passer le conflit israélo-arabe au second plan. Il y a incontestablement une islamisation de certaines régions du monde. Je ne pense pas qu'elle ait fait passer au second plan ce conflit, mais c'est une problématique, c'est un problème important et il faut de toute façon en parler avant même le conflit israélo-arabe, puisque le terrorisme, le djihadisme concerne tout le monde. Alors, on peut se poser la question, je disais un conflit interminable, certains parlent d'un conflit sans fin. Vous pensez que la solution pourrait passer par un redécoupage des frontières du Proche-Orient? Vous évoquez à la fin du livre une union des États du Proche-Orient, ça c'est un projet à très très long terme, j'imagine. Oui, c'est un projet magnifique et à long terme, effectivement. Mais j'espère un jour voir, bien sûr... Mais à plus court terme, comment est-ce qu'on peut imaginer que... quelle serait la solution pour que le conflit israélo-arabe et surtout le conflit israélo-palestinien prenne fin? Il faudrait accepter l'existence d'Israël. J'ai l'impression que l'existence d'Israël n'est toujours pas... Ça a été fait par les Palestiniens. Alors, il y a eu les accords d'Oslo. Ouais. Effectivement. Le Hamas ne reconnaît toujours pas Israël. Et le Hamas, c'est quand même... parce que par État palestinien, on a effectivement Gaza d'un côté qui est dirigé par le Hamas, et puis l'OLP qui dirige la Cisjordanie. C'est problématique. D'ailleurs, le Hamas et l'OLP ne s'entendent pas. On va en rester là. Je renvoie à votre livre, Ismaël contre Israël, la genèse du conflit israélo-arabe. Là, on a bien compris la genèse historique et puis la situation aujourd'hui. Merci beaucoup, Esther Benfresh, d'être venue en parler dans 64 minutes. Merci à vous.